Bonjour à tous, la vidéo qui était prévue donc avec Martine sur les questions-réponses, donc on commence. Vous avez été nombreux à nous envoyer des questions, surtout sur Instagram. Une question sur Facebook, mais pas mal sur Instagram. Et donc ce qu'on va faire, c'est on a sélectionné des questions qui se ressemblaient, on en a fait un mix, et on va le faire en deux parties. Donc on va faire 4 questions maintenant, je vais les reprendre. 4 questions maintenant et on refera une deuxième vidéo, c'est qu'on aura les 4 questions suivantes. Ok. D'accord? Donc on commence. Première question. Question de Jérémy. Est-ce que j'ai besoin de manger hyper protéiné pour augmenter la masse musculaire et ainsi augmenter ma puissance de frappe? Ok, donc ça c'est une question qui C'est une sacrée question, déjà pour commencer. Okay. C'est une question qui revient souvent chez le sportif, d'associer le sport à une alimentation hyper protéinée. Vraiment la précision, c'est qu'il ne faut pas faire ça de façon autonome, il faut vraiment être accompagné et ce n'est pas toujours justifié. Donc vraiment, il ne faut pas suivre cet effet de mode et puis de pratique systématique de l'alimentation hyper protéinée dans le cadre du sportif. On revient, mais on renvoie sur les diapos qu'on avait déjà faites. Mais pour autant, hyperprotéiné, ça veut dire quoi? Ça veut dire de consommer de la viande, du poisson, des œufs, des produits laitiers, du fromage. Mais on n'oublie pas non plus toutes les protéines végétales. Alors, si c'est pas bien encadré, si c'est pas bien mené, on va favoriser un excès de déchets qui proviennent de la dégradation de ces protéines. Et ces déchets, on a besoin de les éliminer. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on mène une alimentation hyperprotéinée sans faire attention à côté à la consommation de boissons. Et puis, du coup, il y a accumulation de déchets et il y a possibilité de se blesser. Notamment des tendinites, des contractures musculaires, etc. Donc on est sur un effet néfaste finalement de cette alimentation hyperprotéinée. Une autre des conséquences, c'est que si jamais on fait cette alimentation-là, il faut qu'elle soit accompagnée d'une alimentation riche en calories. Et ce n'est pas toujours le cas. Les gens qui font une alimentation hyperprotéinée, ça va être surtout à base de poudre de protéines. Et on va diluer cette poudre de protéines et on va la consommer telle qu'elle, sans faire attention qu'il faut des calories pour que ces protéines ingérées, et notamment de façon importante, puissent être de nouveau rentrées dans le circuit, défaites et pour refaire le muscle. Donc voilà, c'est ces effets-là, on va dire, qui ne sont pas bien menés et qui finalement, ça sert presque à rien, donc c'est presque néfaste pour le sportif. Et puis il ne faut pas oublier aussi, par exemple si on mange, on veut faire une alimentation hyperprotéinée, donc on va manger des aliments type de la viande, type du fromage ou autre. Et ok, il y a des protéines, mais à côté il y a aussi beaucoup de lipides. Donc il y aura ça aussi. Et du coup, on va faire du muscle, mais à côté on va faire aussi du tissu graisseux. Donc en fait, pour résumer, surtout nous au tennis, on n'a peut-être pas besoin de masse musculaire très développée pour avoir de la puissance. Et c'est ce que j'allais dire moi en tant qu'enseignant. Je pense qu'il faudrait plus se focaliser sur la technique que tu peux avoir, Jérémy, et pour pouvoir arriver à générer justement de la vitesse dans la balle, plutôt que de pouvoir d'espérer ou d'attendre que la masse musculaire fasse que la balle avance, quoi. Et puis si elle avance mais qu'elle ne va pas au bon endroit, c'est pas bon non plus. Bon voilà, donc en tout cas j'espère que là on a pu répondre. Et de toute façon toutes les questions elles sont bonnes pour tout le monde et on peut avoir cette question là qui peut nous arriver à un moment donné, et elles vont nous aider à tous. Donc deuxième question, Nathalie. Est-ce que l'alimentation végétarienne ou végétalienne est compatible avec la pratique du tennis? Alors, c'est une question d'actualité, le végétarisme et le végétalisme. Alors, juste pour resituer les définitions, le végétarisme, donc quelqu'un qui est végétarien, exclut la chair animale. C'est-à-dire ne mange pas de viande, ne mange pas de poisson. Le végétalien, lui, va exclure tout aliment issu d'origine animale,
issus soit de la chair, soit de l'exploitation de l'animal que l'on en fait. Donc ça va exclure les viandes, le poisson, comme le végétarien, plus le lait, le fromage, les œufs, le miel, puisque ça vient de l'exploitation des animaux. Et puis on peut rebondir après aussi sur le vegan, qui lui c'est plus une pratique de vie, où en plus il va associer un comportement sur son hygiène de vie. Voilà. Déjà pour répondre à Nathalie, il y a un joueur français qui est dans les meilleurs quand même joueurs français, qui est bien classé au niveau mondial, qui est vegan. Donc ça n'empêche pas déjà d'être à haut niveau et d'avoir ce mode de vie. Mais on va en parler, c'est des pratiques qui ont besoin d'avoir des compléments. Et d'être là aussi accompagné. Alors, c'est vrai que les nouvelles recommandations pour la population française en nutrition disent bien qu'il faut qu'on diminue nos protéines animales. Ça, c'est très clair. Pour raisons physiologiques, la forte consommation de protéines animales ne correspond pas à nos besoins. Ensuite, il y a des convictions que chacun a, pardon. Il y a aussi la raison environnementale qui fait que vraiment on doit baisser notre consommation de viande. Il y a une raison de santé où on va limiter la quantité de viande par semaine. Bref, il y a énormément de raisons pour que certaines personnes puissent effectivement faire le choix ou pas de consommer ce groupe d'aliments-là, d'origine animale. Donc du coup, les instances nationales de nutrition et internationales vraiment visent à faire diminuer les aliments d'origine animale. Alors, pour autant, si on revient sur le côté très, on va dire, scientifique aussi, la protéine animale, elle est la protéine de référence. Celle que le corps a besoin pour défaire et refaire ses muscles, la peau, etc. Donc tous les jours on construit et tous les jours on déconstruit. Et il faut absolument que ce soit apporté en partie par l'alimentation pour que cette construction se passe de façon complète. Donc ça, c'est les protéines animales assurent ce côté complet, reconstruction complète. Les protéines végétales, elles sont riches en protéines. Les aliments d'origine végétale apportent des protéines, donc d'origine végétale. Ces protéines-là, elles sont proches de la protéine de référence, la protéine animale, mais il va leur manquer un petit élément. Et alors, suivant la céréale, suivant la légumineuse, eh bien, il va manquer un petit élément au riz ou au blé, par exemple, qui n'est pas le même que le légume sec, et inversement. Donc en fait, le côté vraiment formation ou information qu'il faut avoir quand on évite de manger des protéines animales, mais qu'on se tourne vers le végétal, c'est vraiment d'avoir cette notion en tête, c'est d'assurer, de pratiquer ce qu'on appelle la complémentation protéique. C'est-à-dire que, ok, quand je mange du riz, la protéine elle n'est pas complète. Quand je mange une légumineuse, c'est pas complet, mais en les mettant ensemble, elles s'associent et elles forment. Et couvrent les besoins. Et du coup, elles font comme si, elles répondent comme la protéine de référence. Elles assurent vraiment le renouvellement indispensable. Donc, si on veut répondre donc à Nathalie, on est dans la possibilité d'avoir une alimentation végétarienne ou végétalienne pour la pratique du tennis. En suivant ce mode de complémentation, finalement, si ça correspond à une conviction, quelle qu'elle soit, ou vraiment une prise de conscience diverse, effectivement, on peut ne pas consommer ces groupes d'aliments. D'accord. Par contre, là, on a parlé des protéines, de la limite de l'alimentation végétalienne ou végétarienne, pardon. Et du coup, ce qu'il va falloir veiller quand on consomme, il va falloir aussi
veiller à la supplémentation en fer, parce que du coup, oui, il y a du fer dans les légumineuses, mais qui n'est pas très bien absorbé par le corps, parce qu'il est d'origine végétale. Oui. Donc du coup, peut-être que dans certains contextes, la femme qui a des besoins supplémentaires, ou un sportif, et notamment le tennis, où on a des besoins supplémentaires. Donc une femme sportive. Voilà. Donc, alors pour autant, oui, on peut pratiquer ce type d'alimentation, mais pour autant, il va falloir vraiment veiller à la supplémentation en fer et en vitamine B12. D'accord. Voilà. Et si on va vers les végétariens, comme il n'y a pas de produits laitiers, la supplémentation en calcium. D'accord. Ok. Bon. Réponse claire. 2 dernières questions. Nicolas, avant mon match, je mange beaucoup de sucre pour compenser les dépenses que je vais avoir sur le cours. Alors, donc alimentation hyperglucidique dans ce cas-là. Alors c'est vrai que souvent les gens se disent tiens du sucre de toute façon c'est le carburant du muscle, donc j'y vais dans la consommation et j'y vais franchement. Alors c'est le seul besoin finalement qui n'est pas indispensable, le sucre, sauf dans le cas d'un sportif ou du travailleur de force, etc. Donc là pour le coup le sportif. On est sur une consommation qui n'est pas toujours justifiée par rapport au moment, par rapport à l'intensité de l'effort, etc. Donc il va falloir absolument se dire le sucre c'est un carburant, c'est un booster, c'est de l'énergie vraiment disponible pratiquement au moment où on en a besoin. Donc en fait de le prendre avant, et bien avant un effort physique, le corps, qu'est-ce qu'il va en faire? Puisqu'on ne l'utilise pas immédiatement, on va le stocker. Tout ça, ça demande quand même une mise en place de mécanisme. L'insuline qui va être produite en excès pour répondre à cet excès de sucre, donc ça va nous faire baisser la glycémie. Si en plus, par-dessus, on commence l'activité physique et où on dépense du sucre qui est là, on va être à l'inverse. Et on va être à l'inverse. Voilà. Donc on risque de se retrouver à une hypoglycémie. Donc là aussi, alors qu'on ne cherchait pas du tout ça. Et on ne cherchait pas ça. Voilà, donc vraiment, il va falloir vraiment réfléchir au côté judicieux de cette prise alimentaire, aussi par rapport au stockage de ce sucre. Du coup, il se passe il est sous forme graisseuse, donc c'est pas le but pour un sportif. En fait, ce sucre qu'il va consommer, c'est vraiment pour répondre à un besoin d'énergie immédiat et c'est pas pour constituer du tissu. Donc, comme on en avait parlé aux vidéos avant, pendant et après, le sucre il va être à privilégier surtout après quand il s'agit de refaire ses réserves. Alors, le pendant aussi. Oui, parce qu'on en a peut-être besoin. Voilà. Et puis le après aussi, parce qu'on a dépensé énormément, mais bon, ça on revient sur les vidéos donc, qu'on a déjà... donc là, on vous renvoie sur ces vidéos, enfin Nicolas, on te renvoie sur ces vidéos-là, que tu puisses avoir un peu plus de détails là-dessus. Mais oui, le sucre, avant, on évite. Voilà, et on se le garde pour le pendant et le après-match. Voilà. Après, ça peut être aussi un moment de plaisir, le sucre. Et ça peut être aussi un déstresseur. Oui, aussi. Voilà. On sait que le chocolat est un déstresseur. Et donc, du coup, ça peut être utile à un sportif. Donc voilà, il a peut-être des rituels. Mais pas énormément, mais pas en grande quantité. Ouais, voilà. D'accord. Donc, dernière question pour cette première partie de vidéo. Jeff nous disait donc sur Facebook, les glucides ne sont pas nécessaires ou en très faible quantité. 3 petits points. Qu'en pensez-vous? Alors, il faudra que je voudrais juste qu'on précise quel type de glucides, parce qu'il parle du groupe des glucides en général. Donc ça peut être, comme on vient de dire là, les glucides simples, donc le sucre à proprement parler. Mais aussi dans la famille des glucides, il y a les féculents, les céréales, les légumineuses, le pain, etc. Donc, en fait, donc ce groupe où il y a les céréales, les légumineuses, effectivement, ça va permettre de constituer des réserves au niveau du muscle et au niveau du foie. Pour qu'au moment de l'exercice physique, au moment d'un match ou autre, ou d'un entraînement, on ait le carburant nécessaire pour que le muscle réponde. Donc ça, voilà, on a ce besoin qui est justifié.
le sucre simple, le sucre qu'on met dans notre café, dans les gâteaux, etc. Là, c'est le groupe du sportif et du tennisman, on a besoin de ce sucre. Donc c'est aussi un besoin, mais ça sera une source de carburant quasiment instantanée quand on va le consommer. Donc j'aimerais vraiment qu'on fasse le distinguo entre les deux, mais pour autant, vraiment, les glucides, c'est le carburant. C'est le carburant on en a besoin, inévitablement. Et voilà. Et donc on en a besoin avant, pendant et après, de façon adaptée aux sportifs. Donc après, pour quelles raisons Jeff diminue ou voudrait ou diminue, ça pourrait être re-abordé à un autre moment, mais ça peut être aussi justifié sur le fait que s'il mange trop de protéines et trop de graisse, effectivement ce groupe de glucides soit moins représenté. Voilà. Et qu'est-ce qu'il entend par moins aussi? Parce que ça c'est toujours pareil. Oui, c'est à chacun qui a l'appréciation. Voilà, l'appréciation. Mais voilà, peut-être qu'on renvoie sur si jamais il veut nous apporter un peu plus de précision. Oui, et de toute façon, je me rappelle, on avait quand même tourné une vidéo également sur le besoin glucidique qu'on peut avoir. Donc là, pareil, Jeff, si tu veux en savoir un peu plus là, mais de toute façon, avec le grand plaisir de répondre à la suite de cette question-là. Donc, fin de cette première partie, 4 questions auxquelles on a répondu. On se retrouve pour une deuxième partie pour répondre aux 4 questions suivantes. Ça marche. Okay. Merci. Merci.